Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours sur donc le premier de l'ensemble de la logique vue en sciences de l'ingénieur qui concerne le codage. Alors, on va recouper plusieurs éléments. On va commencer par parler un petit peu de technologie, puis de parler de la différence entre l'analogique et le numérique et se concentrer plus en avant sur le numérique. On va ensuite parler de tout ce qui est passage d'une base à l'autre, donc base 10, base 2, base 16, pour finir sur une technologie plus particulière qui concerne les capteurs et plus exactement les codeurs, codeurs de position, codeurs de vitesse. Alors en termes de technologie, il faut savoir que le codage, on le retrouve dans beaucoup d'éléments de la vie quotidienne, notamment tout ce qui est codage de couleurs pour les différents langages. Éventuellement, si vous travaillez sur des logiciels de dessin sur photo, vous pouvez récupérer des codes couleurs directement sous cette forme-là. Donc cette forme, c'est une suite de 6 numéros ou chiffres, ou lettres, qui sont codés en hexadécimal, c'est-à-dire donc de 0 à 9 et de A à F, F représentant la valeur de 15. Et ça permet entre autres de pouvoir traduire beaucoup plus facilement une couleur codée en rouge, vert, bleu, plutôt que mettre un nombre binaire qui du coup serait composé de 6 octets successifs. Deuxième type de technologie, on va avoir les codes barres ou les QR codes, donc finalement tout ce que vous retrouvez dans un magasin. Il faut savoir que les codes barres, pour leur codage, on va avoir soit un codage par couleur, soit un codage par largeur de trait. Enfin, dernière technologie qu'on verra qui est spécifique aux machines industrielles, ce qu'on va appeler les codeurs de position, codeurs absolus, codeurs incrémentaux, et qui sont donc qui ont la particularité de permettre de lire directement une grandeur physique, donc là une vitesse ou une position, directement grâce à un disque codé. Alors déjà, premier élément, il faut savoir que l'ensemble des grandeurs qui régissent notre monde physique est de nature analogique. Donc l'informatique, pour traiter l'ensemble de ces données, doit absolument les numériser. Pour ça, donc, l'analogique, ça correspond à une valeur, une grandeur est dite analogique, si la grandeur peut prendre toutes les valeurs de manière continue. La distinction par rapport au numérique, c'est que le numérique, lui, ne prend que des paliers. Une grandeur numérique est une grandeur qui passe d'une valeur à la suivante par un effet d'intervalle. Vous ne pouvez pas voir l'ensemble des valeurs prises entre deux points. L'évolution de l'hyperconnexion de notre société nous conduit à transformer toutes nos valeurs en numérique. Alors, plus vous avez ce qu'on appelle un échantillonnage petit, plus vous avez une valeur numérique proche de la valeur analogique. Mais soyons honnêtes, vous avez toujours une perte. C'est quoi les avantages du numérique ? Déjà, c'est beaucoup plus facile à concevoir. Les valeurs de tension, de courant n'ont pas à être rigoureusement exactes puisqu'il faut les trouver dans un intervalle. Vous avez juste à vous trouver dans les bornes, donc entre deux bornes de valeurs. Vous avez une capacité de miniaturisation qui est de plus en plus grande. Vous voyez ici le plus petit ordinateur du monde, pas plus grand qu'un doigt. Vous pouvez mettre de la donnée dans des tout petits composants. Et puis, forcément, ça facilite le stockage des données. Si ceci est un ordinateur, forcément, il y a déjà des données dedans et elle permet de faire autre chose. Ça a cependant quelques inconvénients, surtout dans l'application aux machines industrielles ou à tout ce qui est objet connecté. On a dit tout à l'heure que les grandeurs physiques étaient analogiques. Donc ça signifie qu'il est nécessaire, pour faire fonctionner une machine principalement numérique, il est obligatoirement nécessaire de faire une modification de nature de l'information. Donc ça veut dire qu'il faut commencer par traduire les signaux analogiques récupérés de ce qui se passe à l'extérieur, une température, une force appliquée. Donc on traduit les signaux analogiques en signaux numériques. Ce qui fait cette traduction, c'est un convertisseur analogique numérique. Ça génère finalement un échantillonnage.
Deuxième étape, la machine, une fois que tout ça, les données sont converties, que les informations sont codées, l'unité de traitement va pouvoir traiter les données et effectuer la mise en marche de tel ou tel pilote. Les pilotes des machines, les pilotes des moteurs de machines, c'est auprès des préactionneurs. Mais ces préactionneurs fonctionnent en énergie électrique, donc doivent renvoyer une tension. Donc on va donc à nouveau devoir convertir les sorties numériques en forme analogique adaptée au monde réel. Et pour ça, on va utiliser des convertisseurs numériques analogiques. Donc le principal inconvénient pour l'utilisation de machines et tout ce qui est robotique et tout ce qui est objet connecté, c'est que les composants doivent, en plus d'avoir une unité de traitement, en plus de ça, ils doivent avoir ce qu'on appelle des convertisseurs et gérer la capacité d'échantillonnage du système. Il faut savoir que toutes les unités de traitement ne sont pas capables d'avoir la même qualité d'échantillonnage. Et plus un échantillonnage sera petit, meilleure sera l'information. On accepte donc, en passant par le numérique, une perte de données plus ou moins importante. Alors, c'est quoi le codage? Le codage, ça correspond à la notion de transformer une valeur selon un code ou une technique particulière. Il faut savoir que pour passer de codage en codage, de base en base, déjà, on va définir ces différentes formes et que ces formes sont définies grâce à un alphabet d'un ensemble fini de symboles, de la même manière qu'on a notre alphabet de A à Z. Là, on va parler d'alphabet, mais plutôt de chiffres. Premier alphabet, et le plus important en informatique, le binaire. 0, 1. Donc, un chiffre, c'est nommé un bit dans ces cas-là, et si on a 8 bits, on le note, on l'appelle soit octet, soit byte en anglais. Deuxième type d'alphabet rencontré, l'alphabet décimal, très classique, de 0 à 9. Et à chaque fois, vous avez donc un alphabet dit positionnel. Plus vous êtes loin, plus vous avez un chiffre qui est à gauche, plus il a un point important. Et l'alphabet hexadécimal, qui va de 0 à 9, puis de A à F. C'est-à-dire qu'il reçoit donc hexadécimal, ça correspond à 16 chiffres différents. Donc de 0 à 9, ça fait 10 chiffres. De A à F, ça fait 6 chiffres en plus. Il faut bien avoir en tête que A, ça correspond à dire 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Donc on appelle mot construit sur un alphabet tout élément composé d'une suite de symboles. Avec un alphabet comportant A symbole, on peut construire A puissance n mots de n syllabes. Alors passons à la conversion. Il faut savoir que pour passer de décimal à binaire, on a deux méthodes. La première méthode, la plus souvent décrite, c'est la division euclidienne par 2, successive. Alors je rappelle que la division euclidienne, ça veut dire qu'on ne présente pas de nombre à virgule, mais bien un nombre entier et on va chercher le restant. Le restant, je rappelle que en programmation, c'est ce qu'on appelle également le modulo. Les systèmes décimal, binaire et hexadécimal sont dits à poids positionnel, en ce sens, donc la valeur du chiffre dépend de la position du nombre. Donc là, si on essaye de déterminer la division par division euclidienne, le nombre binaire de 124. On prend 124, on le divise par 2, ça nous fait 62, il va rester 0. 2 fois 62 vous donne 124. On va reprendre le résultat et on va à nouveau le diviser par 2. Et on va aller chercher le reste. Et ainsi de suite, jusqu'à retrouver un égal 0 à la fin. Une fois qu'on a ça, pour retrouver le nombre binaire, il suffit de le lire à l'envers. C'est-à-dire que le bit de poids fort, c'est celui-là, c'est celui du bas. En même temps, ce serait étonnant d'avoir un bit de poids fort à 0, puisqu'il ne serait dans ces cas-là pas significatif. Un nombre, si on mettait 124 ou 0,124, le 0 qui serait devant ne servira à rien. En binaire, c'est pareil. Donc, au niveau de ce sens de lecture, on obtient que 124, donc là on va renseigner le type de base, donc 124 base 10, correspond à un octet 01111100 en base 2. Pourquoi avoir mis ça sous un octet? C'est pour plus tard faciliter le passage en hexadécimal.
Deuxième possibilité, en utilisant une table correspondant à celle de la base. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on a fait quand on était en primaire, qu'on a appris à calculer en base 10, on va calculer base 2 de puissance 0, de puissance 1, de puissance 2, ainsi de suite. Et on va mettre les correspondances jusqu'à jusqu'à être plus grand que le nombre qu'on cherche. Ici on cherche 124. Alors c'est quoi 124 finalement? 124, on peut mettre 64, hein, on ne peut pas mettre 68. Donc on peut mettre 64. Ça veut dire qu'on se retrouve avec un 1 dans 64 dans la colonne de puissance 6. 124 moins 64, ça fait 60. Bon, 60, ça veut dire qu'on peut rentrer 32 dans 60. 60 moins 32, ça fait 28. On va mettre donc un 1 dans 2 puissance 5. Et ainsi de suite. Dans 28, on peut mettre 16. 28 moins 16 égale 12, on met un 1 à 2 puissance 4. Dans 12, on peut mettre 8, donc 12 moins 8 égale 4, on peut mettre 1 dans 2 puissance 3. Et on se retrouve avec 4. 4, ça se met directement, ça existe, c'est 2 puissance 2. Donc on met donc le dernier 1 à 2 puissance 2. Et par conséquent, 2 puissance 1, 2 puissance 0 sont à 0. Et on obtient ce nombre binaire-là qui correspond bien au nombre binaire précédent. Maintenant, si on veut passer de binaire à décimal, là je vous conseille fortement de passer également par le tableau de base, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on a un 1 à renseigner, ça correspond à dire 1 fois 1. Donc si on commence à gauche, 1 fois 128, plus 1 fois 64, plus 0 fois 32, plus 0 fois 16, plus 1 fois 8, plus 1 fois 4, plus 0 fois 2, plus 1 fois 1. Donc on a l'addition suivante, ça nous donne 205. Au niveau de l'hexadécimale, donc la particularité de l'hexadécimale, c'est qu'elle permet de compter de 0 à 15 en n'utilisant qu'un seul symbole, là où le décimal en utilise 2 à partir de 10, là où le binaire en utilise 4. Pourquoi est-ce que ça a été inventé, l'hexadécimal? Ça a été inventé pour simplifier l'écriture au niveau des codeurs, des programmeurs. Ça a été de simplifier l'écriture du binaire et surtout l'usage, notamment dans des fichiers de style, hein, on pense fortement au CSS, de simplifier tout ça. Donc là, de 0 à 9, ça correspond au décimal de la même manière. A à 10, B à 11, C à 12, D à 13, E à 14 et F à 15. Alors, comment passer de décimale à hexadécimale? Première solution, division euclidienne par 16. Exactement la même technique que tout à l'heure en base 2, sauf que cette fois-ci, le diviseur c'est 16. Si on prend 8905 divisé par 16, ça nous donne 556, il reste 9. Alors là, il faut bien avoir en tête que dans les restes, on a le droit d'avoir un chiffre qui va de 0 à 15. Donc il n'y a aucun souci à ne pas avoir forcément que des 0 ou que des 1. En revanche, si on dépasse une valeur, si on dépasse 16 en l'occurrence, ça veut dire qu'on peut encore incrémenter de une unité ce chiffre-là. Donc 8905 divisé par 16, ça nous fait 556, il reste 9. On va reprendre ce 556, on va à nouveau le diviser par 16, ça nous donne 34, ça nous donne un reste à 12. Or, en hexadécimal, 12 n'est pas une valeur reconnue dans l'alphabet. L'équivalent, c'est C. 34 divisé par 16 va nous donner 2, il va rester 2. Et 2 divisé par 16, donc on obtient bien à la fin un 0 dans l'égalité, et il va rester 2. Pour la lecture, c'est exactement comme le binaire, il faut remonter pour la lire. Donc on obtient que 8905 en base 10, ça correspond à 22C9 en base 16. Ça signifie, si on l'écrit en binaire, que on est porté par 2 octets. Forcément, ça va être beaucoup plus facile à écrire sous cette forme-là. Au niveau de la table de 16, finalement, on va faire comme la table de 2. On va essayer de définir combien de fois rentre chaque élément dans 8905. Donc 8905, finalement, combien de fois je rentre 4096 complet? Finalement, je le rentre 2 fois. Puis je peux rentrer 2 fois 256.
12 fois 16 et 9 fois 1. Et on retrouve notre valeur. De la même manière, passer de l'hexadécimal au décimal, il suffit à chaque fois de multiplier B par 4096. Je rappelle que B, c'est 11, donc 11 fois 4096, plus 5 fois 256, plus 16 fois 16, C fois 16, donc C, c'est 12, plus 1 fois 1. Et vous obtenez un nombre. Alors forcément, en base 16, les nombres grandissent à beaucoup plus vite qu'en base 2. Enfin, dernier passage de base à base, le binaire à l'hexadécimal. Alors, soyons honnêtes, il est beaucoup plus facile de passer du binaire à l'hexadécimal que de passer forcément du décimal à l'hexadécimal. Donc, si vous avez une valeur décimale et que vous souhaitez l'avoir en hexadécimal, passez-le potentiellement par le binaire, ça peut être intéressant. Comment ça se passe? On a donc 4 chiffres indépendants les uns des autres, et à chaque fois, on a une équivalence entre l'hexadécimal et le binaire. Il suffit de les réécrire, tout simplement. Le 1, c'est 0001. Le C, c'est 11, donc je suis ici. 1100, c'est le 12 en binaire. Le 5, c'est 0101, 5 en binaire. Et le B, c'est 11 en binaire. Et voilà, vous avez directement votre code en binaire correspondant au code hexadécimal. Vous le mettez toujours dans le même sens que le code hexadécimal défini. Pour un nombre binaire, on va faire l'inverse. Finalement, on va aller chercher que ça vaut donc 8, donc 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3. Donc 8 plus 4, ça fait 12, donc C. Et ici, ça vous fait 1 plus 2 plus 4, ça fait 7. Et vous vous retrouvez avec 124 base 10, ça correspond à 7C base 16. Alors, maintenant qu'on a vu le codage, qu'on a vu comment passer de grandeur à grandeur, on va pouvoir parler de capteurs. Il faut savoir que les capteurs, donc c'est très utilisé et de plus en plus dans n'importe quel système développé. Dans les systèmes connectés, vous avez maintenant potentiellement un capteur à votre poignet à travers les montres connectées. Votre téléphone est blindé de capteurs, que ce soit des capteurs GPS pour une position, que ce soit simplement un capteur qui vous donne vous avez mis votre écran à l'horizontale ou à la verticale. Vous avez des capteurs qui sont miniatures, qui ont la capacité de détecter plein de choses. Un capteur, c'est un organe de prélèvement de l'information qui élabore à partir d'une grandeur physique ou une autre grandeur physique de nature différente et souvent électrique pour justement générer une évolution du système. Cette grandeur représentative de la grandeur prélevée est utilisable à des fins de mesure ou de commande. On va aussi penser à la boucle de retour dans un asservissement. Le capteur se définit par plusieurs choses. Déjà l'étendue des mesures, c'est-à-dire les valeurs extrêmes pouvant être mesurées. Prenons un capteur de température pour un four domestique. Si vous voulez cuire n'importe quelle viande, aller au-delà de 250 degrés, c'est peut-être pas forcément très utile. Donc on va avoir une étendue de mesure qui va aller de 0 parce que finalement vous n'avez pas besoin de descendre en deçà à 250 degrés. Par contre, vous prenez un même capteur de température qui doit être en mesure de donner la température extérieure. Vous allez demander une évolution de température, par exemple de moins 60 à plus 70 degrés, dans les cas les plus extrêmes. Donc en fonction de l'utilisation du capteur, on va avoir des demandes d'étendue de mesure différentes. Au niveau de la résolution, ça correspond, donc un capteur se définit par sa résolution, c'est-à-dire la plus petite variation de grandeur mesurable par un capteur. Je suis au niveau de capteur de température, que ce soit en extérieur ou dans un four. Finalement, connaître la température tous les 0,5 degrés est peut-être suffisant. Par contre, dans un laboratoire de chimie ou plus simplement
parce que voilà, dans une chocolaterie, vous avez, si vous avez fait un peu de pâtisserie, vous savez peut-être que le chocolat, pour réussir à faire des jolis chocolats, on doit absolument monter à des températures très fixes. Voilà, faire des courbes de température très suivies au degré près. Bah là, on va peut-être aller chercher une précision au-delà que d'avoir un demi-degré et peut-être rentrer dans le dixième, dans le centième de degré. Donc une résolution, hein, c'est la variation entre chaque grandeur mesurable. Une sensibilité. Alors la sensibilité, c'est la variation du signal de sortie par rapport à la variation du signal d'entrée. C'est-à-dire combien de millivolts ou de milliampères va bouger en fonction du nombre de degrés. Voilà, vous changez de 1 degré, ça correspond à combien de millivolts, combien de milliampères. En fonction de cette sensibilité-là, le système qui est derrière, le four, va plus vite réagir ou non en fonction de la qualité de l'information reçue. La précision, c'est l'aptitude du capteur à donner la vraie température. Vous avez voilà, les fours domestiques, vous avez finalement une qualité de chauffe qui est fortement définie grâce à ça. Est-ce que mon four est vraiment à 200 degrés quand je lui demande d'être à 200 degrés ou pas? D'une machine à l'autre, vous allez avoir une petite différence et c'est ça qui va pouvoir qualifier la pertinence de votre four. Et enfin une rapidité, un temps de réaction du capteur. Si le capteur met beaucoup de temps à réagir et à monter en température, forcément vous allez avoir un délai supplémentaire dans la machine qui peut provoquer mais jusqu'à, si vous allez voir la partie asservissement, jusqu'à une instabilité du système. C'est le cas notamment pour tout ce qui est capteur qui serait envoyé dans l'espace et qui doit renvoyer une information sur la Terre pour avoir une réaction. En fait, cette notion de rapidité et de temps très lent peut provoquer bien des soucis, notamment dans tous nos domaines de temps réel qu'on essaie de développer de plus en plus. Alors, je vais vous présenter deux types de capteurs spécifiques qui utilisent directement un codage. Le premier, c'est le codeur incrémental. Donc ils sont destinés à des applications de positionnement et de contrôle de déplacement d'un mobile par comptage et décomptage, qu'on appelle également incrément et décrément parce qu'on ne compte et on ne décompte que de valeurs de 1 à chaque fois. Donc voilà, on va se retrouver avec un moteur qui tourne et dans ce moteur, à l'intérieur, vous avez tout un montage qui correspond à un capteur incrémental. Alors, comment ça marche? Donc on démonte vous vous retrouvez avec un disque voilà, qui tourne à l'intérieur de notre moteur et un capteur lumineux qui laisse passer la lumière ou pas en fonction des traits opaques ou des traits pleins qu'il rencontre. Et notre système va finalement compter le nombre de passages et en fonction de ça, il va nous dire vous avez fait telle distance, vous êtes passé de telle position à telle autre. Deuxième solution, donc même principe, deux capteurs cette fois-ci côte à côte avec deux chaînes successives. L'avantage de cette technologie, c'est qu'on sait en plus dans quel sens de rotation est-ce qu'on va, puisqu'on a un défilement des signaux différents. Watch also our next videos. Alors, c'est quoi donc un codeur incrémental? Donc un codeur incrémental, c'est un codeur qui va compter le nombre de fois où le signal reçu par une photodiode va changer de niveau. Ici, vous avez donc ce qu'on appelle une photodiode, c'est-à-dire un interrupteur qui, en recevant de la lumière, allume ou ferme un circuit. Ouvre ou ferme un circuit. Donc là, on va se retrouver dans le deuxième cas, le cas le plus courant qu'on va retrouver, c'est-à-dire deux émetteurs lumineux décalés d'un quart de période, T sur 4, une période étant correspondant à une zone opaque et une zone transparente. Et à chaque fois que le système tourne, la photodiode, donc l'émetteur et la photodiode sont fixes, le système ici tourne, on va aller étudier l'évolution des photodiodes en fonction du déplacement de ce disque.
En passant à chaque fois de ouvert à fermé, le circuit va donc évoluer d'un niveau logique 0 à un niveau logique 1. On va appeler donc niveau logique 1 en haut, niveau logique 0 en bas, et on va appeler front montant le fait de passer de 0 à 1, et front descendant le fait de passer de 1 à 0. Alors comment est-ce qu'on peut exploiter les signaux? D'abord, on peut compter les fronts d'une ou des deux voies pour connaître le déplacement angulaire du disque. En fait, on va venir compter le nombre de fois où on change d'état. On va avoir trois possibilités d'utilisation de ces capteurs. D'abord, en ne voyant que les fronts montants de la voie 1, c'est-à-dire que on va ne prendre en compte qu'un seul émetteur, on va oublier l'autre, et on va compter au fur et à mesure le nombre de changements de front montant, donc juste de passage de 0 à 1. Deuxième solution, on va utiliser les fronts qui montent et qui descendent de une seule voie seulement. La précision sera doublée, vu qu'on va avoir finalement le passage ici et ici, on va front montant, front descendant, on va doubler la précision. Troisième possibilité, on va regarder les deux émetteurs et on va regarder les fronts montants et descendants des deux voies en même temps, et on va encore doubler la précision. Et donc perdre moins d'informations. Comment ça se passe en termes de sens de détection? À partir du moment où vous avez des émetteurs décalés de t sur 4, on va remarquer que finalement, pour la voie S1, donc pour la voie 1, on va être en haut quand... donc lui va avoir un front montant quand S2 va être à 0 et un front descendant quand S2 va être à 1. Quand on va aller dans l'autre sens, on va avoir un front montant qui ne va non pas être sur 0 mais sur 1 et un front descendant sur 0. Donc c'est en faisant cette différence, ce cumul d'informations sur S1 et S2, qu'on va définir dans quel sens de rotation est-ce qu'on tourne. Deuxième type de capteur, le codeur absolu. C'est un codeur de position angulaire qui délivre un mot binaire traduisant la position absolue de l'organe qui lui est connecté. Donc, petite vidéo de présentation. Absolute encoders are used in many applications that require speed, position, angular displacement, and directional feedback. An encoder is a device that converts linear or rotary movement into digital or pulse signals. The most common type of feedback device is the absolute optical encoder. Vous avez à nouveau des détecteurs An absolute et encoder vous consists avez of the des four émetteurs de major l'autre côté. components. Et ce qui va se passer, c'est que donc la roue va se mettre à tourner et on va avoir les LED sources qui vont donc envoyer un faisceau lumineux jusqu'au photodétecteur. Et le signal va passer à travers ce disque. Ce disque est composé, comme tout à l'heure, de zones opaques et de zones transparentes, mais vous remarquez que la disposition est différente. À chaque fois, on a donc un nombre de pistes défini et on a des photodétecteurs en façade qui sont le plus possible alignés. Et on va se retrouver avec des photodétecteurs qui vont directement lire un code binaire qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Donc voilà, le système tourne. Vous voyez que les récepteurs ne lisent pas toujours le même code et lisent un code propre au positionnement de ce disque. Provides a 4-bit word that indicates position of the actuator or device the encoder is mounted to. The most common types of numerical encoding are decimal, binary, on va pouvoir ensuite demander au système de passer de binaire à de décimal à binaire à ce qu'on appelle gré. Alors donc là, on va découper un disque de 360, on va directement avoir donc un angle défini à chaque fois. Alors, particularité que je développerai par la suite, on s'est rendu compte d'un certain souci au niveau du nombre binaire, qu'on a légèrement changé le codage, passé du binaire à ce qu'on appelle le code gré ou le code binaire réfléchi,
For robot applications, suite absolute la raison de encoders ce are changement. commonly used for precise positioning operations. The actuator in this example demonstrates the function of the absolute encoder Voilà. in operation. Derrière As the actuator n'importe quel moves to push système the de cart, ce the type-là, encoder le provides traitement peut faire feedback that it directement la has reached the conversion de binaire à user-defined décimale. position. The Ici, actuator la then moves succession back 0 to et the de 1 home correspond position, bien verified au, by the au changement encoder, d'état and que vous avez completing the ici. cycle. Using Sur notre- feedback sur votre site. devices closes the loop in motion control systems. Alors, reprenons un peu tout ça. Finalement, le codeur absolu, donc ça comporte un disque avec des pistes concentriques divisées elles-mêmes en secteurs opaques et transparents. Vous avez une LED qui envoie un faisceau lumineux. Vous avez de l'autre côté des photorécepteurs qui vont pouvoir déterminer où est passée la lumière. Si c'est sur tel ou tel angle que se situe le mobile. La résolution de ce type de capteur, c'est 2 puissance n, n étant le nombre de pistes. On peut aller jusqu'à n égale 17. Pour déterminer sa précision en degrés, on obtient donc 360 divisé par 2 puissance n. Pourquoi est-ce qu'on a deux types de technologies pour finalement déterminer la même chose, une position ou une vitesse angulaire, ou d'ailleurs linéaire, ça marche aussi en linéaire. Le codeur incrémental, il doit compter le nombre de fronts montants et de fronts descendants. Que se passe-t-il si la machine s'arrête? Vous avez une coupure de courant soudaine, vous perdez l'ensemble d'informations du compteur qui est forcément mis en zone flash. Donc, on a une sensibilité accrue aux coupures du réseau électrique avec une incapacité d'enregistrement. Alors, en fonction de là où on va utiliser ce type de codeur, c'est grave ou non. Si on utilise un codeur incrémental sur un système qui doit juste faire des va-et-vient, par exemple un système d'ouverture de porte coulissante, c'est pas gênant. Par contre, dès que vous avez à commander un bras robotique, si vous ne savez pas où se situe le coude de votre bras robotique, ça devient beaucoup plus gênant parce qu'on n'a pas de zone, on n'a pas de position initiale que l'on puisse récupérer grâce à un autre capteur. Après retour de l'alimentation électrique, le codeur ne sait plus où il se trouve et donc doit retrouver une position initiale définie, et c'est pas évident de définir une position initiale pour toutes les machines. Au niveau des codeurs absolus, l'avantage donc c'est que ça corrige cette insensibilité aux coupures de réseau. Le codeur absolu, il lit la position où il est. Si on a une coupure de courant, le système entre guillemets ferme ses yeux, dès qu'il va les réouvrir, il va être capable de lire le code sur lequel il est arrêté. Et donc dire « Ah, je suis à tel degré ». Ça a aussi du coup une insensibilité aux parasites de ligne. Ça veut dire quoi le parasite de ligne? Ça veut dire que vous avez un saut de tension à un moment ou à un autre qui provoque donc un pic et qui fait s'emballer, qui perturbe plutôt le signal envoyé de la machine jusqu'à l'intelligence. Ça permet de ne pas voir ces parasites et de lire directement un code valable juste après ce parasite. Le codeur absolu, cependant, nécessite une très grande précision de fabrication, ce qui est très très difficile quand vous avez des systèmes qui sont petits et qui sont potentiellement avec 17 LED couplés à 17 récepteurs en façade. Code binaire et code gré. Donc dans la vidéo, on vous a présenté à un moment deux roues, dans celle du codeur absolu, deux roues distinctes, côte à côte. Pourquoi ? Le codeur absolu doit être capable de lire plusieurs pistes en même temps. Vous avez en effet une succession de photorécepteurs, de photodiodes côte à côte. Et le code binaire présente l'inconvénient d'avoir plusieurs bits qui changent d'état entre deux positions. Vous avez, par exemple, vous passez du chiffre de 3 à 4, donc de 0, 1, 1 à 1, 0, 0, vous voyez que les 3 bits changent en même temps d'état. Donc ces changements d'état ne peuvent être
facilement synchrone, vu que ça veut dire qu'il faut absolument aligner l'ensemble de ces capteurs. Et en termes de réalisation physique, si l'alignement peut être parfait quand on l'imagine, soyons honnêtes, à la réalisation, c'est quasiment impossible. Donc, on a un problème de lecture synchrone de l'ensemble de ces capteurs, et le fait que ce soit pas synchrone, on a potentiellement un code intermédiaire qui n'existe pas en réel, mais qui est lu. Deux solutions ont été envisagées. La première solution, c'est de dire qu'à tous les changements d'état, sur le binaire, on reste en binaire, on décide de ne pas lire pendant quelques millisecondes, microsecondes, de ne pas lire le code. Comme ça, les changements se font de manière entre guillemets indolore, on n'a pas de perturbation. Deuxième solution, ce qu'on va appeler le code gré, c'est-à-dire qu'on va changer la disposition du disque pour faire en sorte que tous les codes, sur toutes les pistes, sur tous les fragments, on ne change qu'un seul bit à la fois. Le code gré, donc défini par Monsieur Gray, ou code binaire réfléchi, a été créé pour lever l'ambiguïté de passage, ici donc de 0, 1, 1 à 1, 0, 0, et d'avoir une incohérence sur ce genre de signal. Et de ne changer qu'un seul bit à la fois. Comment ça marche? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le code binaire réfléchi? En fait, c'est dû à sa construction. Donc là, 0, 1, avec là où c'est blanc, ce ne sont que des zéros, on fait un miroir. On va remettre les 0, 1 en dessous, et pour bien différencier ceux du haut de ceux du bas, on va compléter avec des 1 à gauche. Et ainsi de suite. On va faire un miroir, on va récupérer tout cela, tout ce qu'il y a au-dessus, on va les remettre en dessous, et on va mettre des 1 pour continuer. Le code gré a l'avantage donc de permettre d'éviter les erreurs, mais cependant il ne permet pas directement de faire des calculs, donc ça veut dire qu'il y a nécessairement un passage à faire de gré à binaire. Voilà, j'espère que tous les éléments de ce cours ont été compris, sinon n'hésitez pas à poser vos interrogations et puis à repasser sur différents exercices et corriger pour bien comprendre chacune des notions.